Rien de pire, chers amis, qu'utiliser un mot en anglais qui existe, mais avec le mauvais sens. Vous avez beaucoup de mots, vous avez remarqué dans la langue de Shakespeare qui ressemblent comme deux gouttes d'eau en français, et parmi ceux-ci, il y a des mots de base et de nombreux mots de base qui malheureusement ont un sens en anglais bien différent de celui du français. Donc il faut vraiment se méfier, ce sont ce qu'on appelle des faux amis, et on les voit justement aujourd'hui dans la joie et la bonne humeur. In a joyful atmosphere. So, let's do it! Et ça me semble particulièrement intéressant à connaître puisque quand on parle anglais, surtout si vous avez un niveau débutant ou intermédiaire, on a tendance, je pense que vous serez d'accord avec moi, de partir du français. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait se fourvoyer, mais maintenant, ça n'arrivera plus jamais, et dire actually. Pourquoi ça n'arrivera plus jamais? Parce que vous savez, dorénavant, si ce n'était pas déjà fait, que actually, ça signifie en fait. Et actuellement se dit at the moment. Moment. Vous voyez ici, vous avez votre apostrophe qui signifie que on a exactement le stress, c'est-à-dire l'accentuation sur la première syllabe. Ça, c'était juste pour le petit effet dramatique. C'est beaucoup d'entraînement. On ne dirait pas comme ça. Actually, I don't agree. Je ne suis pas d'accord. Vous avez le verbe être en français, mais attention au passage, vous ne l'avez pas en anglais, ok? Donc, actually, c'est en fait, at the moment, c'est actuellement, et vous allez me dire, mais il y a aussi currently, exactement, qui signifie actuellement. Ok, donc maintenant, no problem, that's easy. Actually, at the moment, I'm working from home. Je vous lis quand même l'exemple. Passons maintenant au deuxième, justement, en parlant d'exemple. Éventuellement, en anglais, ça ne se dit pas eventually. Eventually, en anglais, ça signifie finalement, exactement comme finally, donc qui est notre adverbe. Finally, eventually, c'est exactement la même chose, c'est finalement. Et éventuellement, en fait, vous le traduisez par peut-être, soit maybe, soit perhaps. Perhaps, ok? Voilà. P-E-R-H-A-P-S. Refaites-le avec moi, c'est bien déplacé, ça permet d'améliorer la prononciation. P-E-R-H-H, ok? A-P-S. Perfect. Perhaps, maybe, c'est éventuellement. So, for example, maybe we can meet tomorrow, ok? Et c'est pas maybe, c'est pas le mois de mai, bi, non, maybe, non, maybe. All right, maybe. En fait, littéralement, ça veut dire il se peut que ça soit de cette façon. Il se peut que ça soit. It may, si on met un espace, it may be, c'est probable, ça pourrait se passer. Donc, peut-être, c'est probable, il se pourrait que nous nous rencontrions demain. OK? Voilà, on va en profondeur, un petit moyen mnémotechnique, en fait, mnémotechnique pour se souvenir de maybe, perhaps, qui est peut-être, et finalement se dit eventually ou finally. Exactly. Perfect. Continuons. Celui-ci est extrêmement important. Demander quelque chose, ça se dit to ask. OK? To ask him a question. To ask someone something. Demander quelque chose à quelqu'un. Ou alors, vous pouvez dire to ask something to someone. Si vous voulez mettre quelque chose à quelqu'un, vous pouvez le faire, mais il faut bien mettre to. Sinon, vous pouvez dire to ask someone something. So, I asked him a question ou I asked, ici c'est au passé, a question to him. Honnêtement, la première formule qui est plus courte est plus naturelle. Mais vous avez aussi le verbe to demand en anglais avec une accentuation sur la seconde syllabe qui ne signifie pas, et c'est là où est le piège, demander, mais qui signifie exiger. Il y a vraiment un côté grandiloquent, si je puis dire, un côté revendication. I demand, j'exige, d'accord? Donc c'est très très fort. They demanded a refund. Vous voyez, là, ils ont exigé un remboursement. C'est moi le client, j'exige, j'estime que j'ai le droit à un remboursement. I demand a refund. OK? Refund, remboursement.
recréditer l'argent. To refund. OK? Continuons. Maintenant, regardez comment vous dites assister à un événement. Puisque vous avez le verbe to assist. Mais to assist, en fait, d'ailleurs sans préposition derrière, to assist someone, c'est aider quelqu'un. She assisted the manager with the report. C'est pas assister à quelque chose. Si vous assistez à quelque chose, c'est to attend, aussi sans préposition, something. For example, I attended the meeting last week. Okay, to attend. Or the conference. To attend. C'est différent de to wait for. Attendre quelque chose. Someone, something. OK? Il y a bien for. Attendre, c'est pas to wait someone, c'est to wait for someone. Attendre quelqu'un. OK? I'm waiting for you. Je t'attends. C'est pas I'm waiting you. Ça, c'est très important. Ça nous permet de corriger toutes les grosses fautes que nous, francophones, on fait quand on parle anglais. OK? To wait for someone, c'est attendre quelqu'un. To attend a meeting, c'est assister à une réunion. Donc, en fait, c'est prendre part, participer à quelque chose. Et to assist someone, là, quand même, c'est assez transparent. C'est to aider quelqu'un, j'allais dire to aider. C'est aider quelqu'un et aider quelqu'un, ça se dit to help someone. OK? Donc, to help. All right. Donc là, c'est vraiment la danse du vocabulaire, si je puis dire, puisque j'ai encore un minimum de dignité. Mais plus sérieusement, c'est vraiment extrêmement important de bien comprendre comment on construit ces verbes. Première chose. Et deuxièmement, le sens qu'ils ont derrière. Et troisièmement, ne pas se tromper avec le sens qu'ils ont. Puisque là, on est vraiment, ça tourne autour, le sens qu'ils ont dans la langue de Molière, la langue dont vous partez, j'imagine, pour formuler votre anglais. Continuons, chers amis. Alors, je vous ai mis 12 paires de mots, d'accord? Donc là, on est bientôt à la moitié. Donc, bon, là, c'est plus facile, puisqu'on l'a déjà vu. Attendre, c'est to wait. Please wait here. Et vous vous souvenez comment on dit je t'attends. Là, je suis en train de t'attendre. I'm. Et là, tout le monde en chœur. Pardon? Allez-y. Exactement. Bravo. Nickel. Super. I'm waiting for you. Perfect. Assister à, to attend something. OK. To attend classes. Classes, c'est pas la classe, hein. La classe au sens du lieu où il y a le cours, c'est classroom. OK. Classes, c'est les cours. Lessons, ce sont les leçons. So he attends classes every day. Il assiste aux cours tous les jours. En français, on assiste à quelque chose. En anglais, on assiste quelque chose, on prend part quelque chose, d'accord? Il n'y a pas cette préposition. To attend something, to attend, for example, a class, ok? Assister à un cours, to attend a class, all right? Continuons maintenant, chers amis, on arrive à la moitié. Autre exemple emblématique, car très courant, passer un examen, ça signifie faire l'examen, ça signifie pas qu'on a réussi, on est d'accord, et réussir un examen. Sauf qu'en anglais, to pass, c'est réussir. I pass my driving test. Ça ne veut pas dire j'ai passé mon examen pour avoir le permis de conduire. Non, ça veut dire j'ai obtenu le permis de conduire. I passed my driving test. OK. Et pour prendre part à un examen, donc passer un examen en bon français, you take an exam. OK? To take an exam, to pass an exam. Easy. I'm going to take an exam. Comment vous prononcez le fameux TH? TH ici. Next month. Next month. OK. Maintenant, tout ce que vous avez ici, vous pouvez, bien évidemment, dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere, le télécharger. Vous aurez un magnifique PDF avec tout ce que vous avez vu, tout ce que vous voyez, tout ce que vous verrez à l'écran dans cette vidéo. Pour le récupérer, c'est tout simple. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous aurez aussi un quiz pour voir si vous avez bien tout retenu. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave parce que faites-le, ce quiz, ça vous aidera à mémoriser. Attention, to prevent, c'est pas prévenir, c'est empêcher. En anglais, on empêche quelque chose de.
se passer, sauf que le de, c'est pas of, non, c'est from. All right? The medicine prevents headache. Donc là, il n'y a même pas besoin, par exemple, de se produire. On pourrait dire from happening, OK? Donc, headache, c'est le mal de tête. This medicine prevents, on n'oublie pas le S, de la troisième personne du singulier, le stress sur la seconde syllabe, le mal de tête, headache. Easy peasy. Maintenant, prévenir, c'est, et vous connaissez, comment vous dites avertissement en anglais? Warning. Pensez au feu lorsque vous avez un souci sur votre voiture, vous avez crevé, vous mettez sur le bord de la route, vous mettez vos warnings. Bon, c'est pas terrible en anglais, mais souvenez-vous qu'ici, vous avez la racine pour dire to warn, prévenir. I warned, oh my God, petite faute dans la phonétique. I warned, OK? I warned you about the traffic. Traffic, le trafic. Et attention, traffic, vous avez deux F, d'accord? Donc, c'est le trafic comme les bouchons, mais c'est aussi le trafic pour dire trafiquer. Donc, l'activité illicite. D'ailleurs, c'est aussi un film éponyme avec, je crois que c'est avec Michael Douglas. Il doit être un peu vieux, il doit avoir 25-30 ans. Excellent film à regarder évidemment en version originale avec les sous-titres en anglais ou en français. C'est vous qui voyez, mais surtout pas. Je vous en supplie que la voix en français, vous allez voir, dès qu'on en prend l'habitude, si ce n'est pas déjà fait, c'est beaucoup plus agréable d'écouter les voix en anglais. Et si besoin, il n'y a pas de souci, mettez les sous-titres en français. D'accord? Il y a zéro honte, zéro culpabilité à avoir à mettre les sous-titres en français. Parfois, l'influence d'une langue comme l'anglais est tellement forte qu'on en arrive à utiliser des anglicismes dans notre langue française de tous les jours et ça reste tout de même une faute. Par exemple, on dit « j'ai réalisé que j'avais oublié mes clés ». Non, je me suis rendu compte que. Pourquoi? Parce qu'effectivement, to realize en anglais, ça veut dire se rendre compte. D'accord? Sauf qu'en français, réaliser, ça veut dire faire quelque chose. Ça ne veut pas dire se rendre compte. OK? C'est to do. We did a lot of work today. On a fait beaucoup de travail aujourd'hui. Ou par exemple, yesterday, si vous voulez une forme plus proche du prétérit. OK? So, we did a lot of work today. To do, c'est faire, réaliser. Mais prendre conscience de, se rendre compte, en français, c'est se rendre compte, oui, c'était pour voir si vous suiviez, mais en anglais, c'est to realize, exactly. On arrive dans la dernière partie du cours, confusion commune, supporter au sens de soutenir, c'est to support, ok? Je soutiens ta décision, I support your decision, ok? Mais supporter au sens de porter, d'accord? Ou endurer, par exemple, le bruit. I can't stand this noise. C'est to stand, OK? To stand, c'est être debout. To stand, c'est supporter au sens de porter physiquement. C'est aussi endurer. To stand, I can't, ou donc du coup à la forme négative. Ne pas pouvoir, ne pas vouloir endurer. Ne pas pouvoir endurer. I can't stand this noise. That's too. C'est trop fort pour le bruit. Alors, strong, c'est fort pour la force physique, mais pour le bruit, c'est that's too loud. Loud, can you spell it for me? L-O-U-D. Exactly, you've got it perfect. That's too loud. All right. Amazing. Continuons. Alors, attention, retard, en anglais, ça existe et c'est un mot offensant pour dire que quelqu'un est débile, mais c'est même je pense même pire que débile, c'est vraiment offensant. So don't use the word retard to talk about people, to talk about someone. C'est vraiment une insulte. Mais comment vous dites le retard? Être en retard, c'est évidemment late et pas late. La différence, c'est que si vous dites late, vous prononcez comme un francophone et alors là, c'est difficilement compréhensible pour un anglophone, donc il faut vraiment le faire
à l'anglaise ou même avec un accent américain qui est un peu plus prononcé et dire late, ok? Et sûrement pas late. Sorry, I'm late. Non, ça marche pas. Sorry, I'm late. Allez-y. Sorry, I'm late. On le refait ensemble encore une fois. Sorry, I'm late. Parfait, vous voyez, c'est super facile. Vive l'anglais! Faites très attention en anglais à tous ces mots qui permettent de traduire la chance, la réussite, puisque le rapport à justement la probabilité de réussir, de faire fortune, d'être chanceux, est-ce qu'on l'a mérité ou pas, est totalement différent dans le monde anglo-saxon par rapport au monde français, francophone. Du coup, ça a une énorme influence sur la langue. Donc en fait, opportunity, une opportunité, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est vraiment une occasion à saisir en anglais. Opportunity, ok? Et par contre, quand vous dites chance, c'est vraiment le hasard. Et faites d'ailleurs très attention, puisque hazard, ça, c'est pas le hasard. Hazard, c'est le danger. D'accord? Mais vraiment le gros danger. Donc faites très attention. Quand vous avez de la chance, c'est littéralement que vous êtes un peu, si je puis dire, béni par une espèce de force supérieure. Waouh, vous avez gagné au loto, ou c'est vraiment inattendu, c'est luck. Chance, en fait, c'est presque le hasard. Vraiment là, totalement aléatoire, d'accord? C'est chance. Luck, c'est vraiment, vous avez ce supplément, un hasard heureux supérieur à la moyenne, d'accord? Et souvenez-vous que hazard, c'est le danger, d'accord? Et d'ailleurs, fortune, c'est le fait, littéralement, là, d'avoir presque, si je puis dire, un destin hyper positif. On parle de good fortune, mais c'est aussi avoir beaucoup d'argent. OK? Donc, je ne vais pas plus loin, mais retenez ceci. Chance, c'est vraiment la chance, le hasard, le côté aléatoire. There's a chance it will rain today. Donc, en fait, on sait, c'est possible, mais on ne sait pas du tout. Et this job is a great opportunity for me. Donc là, vraiment, c'est quelque chose dont je dois me saisir. Donc là, on est à l'intersection entre le culturel et le linguistique, mais c'est vraiment intéressant de comprendre à la fois ce que veulent dire ces différents mots, mais en fait, pourquoi ils ont un sens qui est, malgré leur apparence orthographique, quand même tout à fait différent. En tout cas, le sens qui se cache derrière est vraiment différent parfois, ou parfois simplement légèrement différent du monde des personnes qui parlent le français, et donc évidemment les Français, mais aussi toute la sphère francophone. Je n'oublie pas tous les autres pays, bien évidemment. Et on termine en beauté par ce 12e exemple. Il s'agit de sensible, puisque sensible existe en anglais, mais il ne signifie pas sensible, il signifie raisonnable. Donc, sensible, raisonnable. It's sensible to save money. OK? Donc, c'est aussi pour traduire c'est censé d'économiser de l'argent. It's sensible to save money. C'est raisonnable. Mais sensitive, c'est le mot. D'ailleurs, souvent, on se trompe là-dessus. On veut dire sensible, on traduit par sensible plutôt qu'on cherche raisonnable et on traduit par sensitive, évidemment. D'accord? Oui, vous avez raison. On peut dire aussi, évidemment, reasonable. Il n'y a aucun souci, OK? Reason, c'est la raison. Reasonable. Vous faites bien de me faire la remarque, j'allais oublier de le mentionner. So, is very sensitive about, et comment on traduit les mots en SM à la fin? Joke aside, criticism, ok? Le racisme, c'est par exemple racism. Tous ces mots qui se terminent en SM, ça se traduit par some, about criticism, ok? Is very sensitive about criticism. OK? It's difficult to handle. Vous pouvez le dire comme ça. Je vous le donne pour finir. Il est dur à gérer. To be difficult to handle. All right. Bon, chers amis, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez
le moindre feedback, donc retour en bon français, des critiques évidemment, parce que ça permet de nous améliorer, mais aussi des compliments, ça ne nous gêne absolument pas, n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Vous pouvez aussi vous abonner à cette fabulous YouTube channel, qui est juste ici, et mettre un pouce bleu. Thank you very much. Talk to you very soon in a joyful atmosphere. Bye bye. Have a nice day.